A series of mystery sightings in the sky are raising national security concerns now. Navy pilots say they saw something that defies the limits of known aviation technology. Durant des décennies, le gouvernement américain a ignoré les signalements d'objets volants non identifiés qui harcelaient les militaires. Mentir au public fait partie de notre travail. Vous nous payez pour ça. Finalement, une déclaration sans précédent du Pentagone a mis les choses au point. Les ovnis existent bel et bien. The U.S. Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. The Navy says it still doesn't know what the objects are, and officials aren't speculating. Pour la première fois, des membres de l'armée rompent le silence. I never spoke a word about my incident for almost 40 years. Ils révèlent des faits troublants. Il ne faisait aucun doute qu'un objet volant non identifié avait mis nos missiles hors d'état d'alerte. Et des rencontres terrifiantes. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mais sommes-nous prêts Un seul ovni serait capable d'anéantir l'US Air Force. pour une guerre des mondes? Le pire scénario catastrophe serait une attaque visant une extermination totale. En juin 2021, le Pentagone a publié un rapport officiel décrivant 144 rencontres entre des ovnis et des militaires américains. Les services de renseignement prétendent n'avoir aucune autre information à propos des ovnis. Mais certains en doutent, notamment un proche du gouvernement, Rich Emberlin. Ce vétéran des forces de l'ordre, qui a travaillé pendant 30 ans avec la CIA, le FBI et les services secrets, est persuadé que nous sommes victimes d'une vaste opération de dissimulation. Pour lui, les aliens représentent une menace, et notre existence même serait compromise. À présent, Rich Emberlin s'est fixé pour objectif de révéler les plus grands secrets du gouvernement. Pourquoi les extraterrestres harcèlent-ils les militaires? Notre planète est-elle en danger? Rich a rendez-vous avec Mario Woods, un ancien officier de la police de sécurité de l'US Air Force, qui est bien placé pour savoir ce que l'armée dissimule. La vache. Dire que je suis sur cette route. Pour la première fois depuis plus de 40 ans, Mario Woods retourne à la base aérienne d'Ellsworth, où la rencontre terrifiante qu'il a faite avec des extraterrestres prouve que les ovnis sont une menace pour l'humanité. C'est incroyable de voir cet endroit. J'éprouve presque un sentiment de méfiance, je dirais. Et en même temps, ça me fait tout drôle de revenir et de rouler sur les routes que j'empruntais il y a tant d'années, quand tout ça est arrivé. Ça doit faire bizarre, n'est-ce pas? Oui. Et voilà le site November One. C'est fou qu'il soit encore là. Il y a toujours la même clôture, je n'y crois pas. 43 ans après. Mon cœur bat à 1000 à l'heure. Je suis sans voix de voir comment est ce site aujourd'hui. Parce qu'il est toujours là? Oui, toujours là, et debout. Pendant la guerre froide, la base aérienne d'Ellsworth, dans le Dakota du Sud, abritait 150 missiles nucléaires, tous verrouillés, chargés et prêts à être lancés à tout moment. En 1977, Mario Woods surveillait l'un des centres de contrôle de lancement appelé November One. Et un jour précis a changé sa vie à jamais. Je me trouvais plus ou moins ici. Et directement à l'est, juste là, à environ 30 degrés, j'ai vu un objet qui était à des kilomètres de là. Et il était très brillant, plus brillant que tout ce qu'il y avait dans le ciel, et il clignotait. Je l'ai regardé pendant 1 minute et je me suis dit, c'est vraiment bizarre. Quand on regarde autour de soi, il n'y a absolument rien. La chose la plus brillante au sol serait le bâtiment. Alors pour m'amuser, je suis allé allumer les projecteurs et je suis revenu pour le regarder en fumant une cigarette. L'objet n'a pas bougé.
Alors j'ai commencé à rentrer et quand je me suis retourné, il avait disparu. Aussitôt? Aussitôt. Je ne l'ai pas vu partir. Il n'était plus là. Ce n'est que le début de son expérience. Peu après minuit, le centre de contrôle de lancement reçoit une alerte de menace élevée. Il y a eu infraction sur le site November 5, un silo à missiles situé à 15 minutes du centre. Mario Woods et son binôme Michael Johnson sont chargés d'inspecter les lieux. Alors qu'ils approchent du site, ils sont loin de se douter de ce qui les attend. Je n'ai pas remis les pieds ici depuis longtemps. Je suis très ému. Donc c'est ici que c'est arrivé? C'est ça, ici même. Une énorme sphère lumineuse d'environ 30 mètres de haut et d'une soixantaine de mètres de circonférence plane au-dessus du silo à missiles. On sentait la chaleur d'ici. Je dis ça parce qu'on la sentait presque à travers le pare-brise du pick-up. Les rayonnements? Oui, j'ai eu la chair de poule de voir ça. Et de le sentir. Ça me remue les tripes. Ça me semble normal. Ça, c'est... Ça va. C'est dur. C'est un dessin que j'ai fait. C'est là qu'on a arrêté le véhicule. Et ça représente la clôture du site. Mario Woods garde un vif souvenir de s'être retrouvé paralysé face à cette inquiétante sphère brillante. Mais les événements terrifiants qui ont suivi sont restés enfouis dans sa mémoire pendant de longues années. Jusqu'au jour où un hypnotiseur l'a aidé à se remémorer ces instants occultés. As you're laying there totally relaxed, your mind starts to wander. And it goes back to that time that you were in the military. Before anything happens, you're sitting in the patrol vehicle. And what happened next? I was afraid to leave the vehicle. I should have just stepped out, but I couldn't. I was too scared. It's okay, you're safe now, Mario. We're just looking at a movie. Okay? Take a deep breath and just pause the picture. L'atmosphère semblait avoir été aspirée autour de nous. Vous aviez du mal à respirer? Oui, il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas d'air. Je me suis appuyé sur le rebord de la vitre du pick-up et j'ai fait clignoter ma lampe torche vers cette chose, sans suivre de rythme particulier, comme j'avais fait avec les projecteurs sur le site de contrôle de lancement. Et presque aussitôt, la pression est tombée. Vous pensez avoir communiqué avec eux? C'est comme si j'avais demandé à être... Soulagé? Soulagé. Déjà choqué d'avoir vu l'OVNI au-dessus du silo à missiles et communiqué avec lui, Mario Woods et le sergent Johnson ne sont pas au bout de leur surprise, puisqu'ils se retrouvent ensuite face à plusieurs extraterrestres. So how many were there? Four. Okay. And a tall one behind. So how tall was the tall one? 6 foot. Can you describe him? Yes. He had a long head. He had a very long head. And he looked at me just the bathroom. And the little guys didn't talk to me. On était assis là. Et je me souviens les avoir entendus chuchoter. Well, what's around you now? I think some type of permit, some kind of inspection area. They're just checking me.
Ann and I asked, "Where's Michael?" And they told me not to worry about him. I see that big tall and he's looking at me. I don't like this guy. He has a uniform on that has creases in it, like a ranking officer or something. It's this tall guy. He's really not a good person. I feel a pinch on my lower left side now. It's like somebody's got a hold of me or something. And it's fast. It's not kind. Et puis, tout est devenu noir après ça. Je me suis retrouvé une dizaine de kilomètres plus loin dans cette direction, dans un endroit appelé Newell Lake, qui est un réservoir pour toute la région. La sécurité militaire retrouve Mario Woods et le sergent Johnson et les emmène directement se faire examiner par le personnel médical. Ensuite, on leur dit de ne plus jamais parler à personne de leur expérience. Oh, je sens encore l'air. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mes sens sont... On ne peut même pas le concevoir. Quoi que ça ait pu être. Vous continuez à chercher? Il le faut bien. Est-ce que vous vous êtes senti menacé? Mentalement et visuellement, c'était tellement impressionnant que je ne savais pas s'il fallait avoir peur, suriner dessus, tirer dessus. Aucune de ces options n'était la bonne. Ce n'était pas la bonne chose à faire. Vous ne saviez pas comment réagir. C'est ça. Ce qu'ils avaient l'intention de faire, ils l'ont fait. Et ils vont continuer à le faire. Ils l'ont toujours fait. Et ils n'ont pas terminé. Le souvenir de cette expérience hante Mario Woods depuis plus de 40 ans. Mais le fait que l'armée tente d'étouffer la vérité est d'autant plus effrayant. Pourquoi le gouvernement voulait-il faire taire les témoins? Était-ce pour cacher au grand public que les extraterrestres s'intéressaient aux bases militaires américaines? Si c'est le cas, nous pourrions être bien plus en danger que nous le croyons. Votre récit est incroyable. Je n'ose même pas imaginer ce que vous avez vécu. Si vous avez trouvé que mon expérience était effrayante, j'aimerais que vous parliez avec le capitaine Shindley. Il était à la base aérienne de Minot, dans le Dakota du Nord. Vous pouvez nous mettre en relation? Je peux, oui. Son histoire est très intéressante et très effrayante. Comme Mario Woods, le capitaine David Shindley a reçu de l'armée la consigne de se taire, quand l'un des pires cauchemars de ce monde est devenu réalité. My name is David D. Shindley, Captain, U.S. Air Force, retired. In 1966, I was involved in an incident while stationed at Minot Air Force Base, North Dakota. En 1966, le capitaine Shindley avait la lourde responsabilité de lancer des missiles nucléaires depuis un site de contrôle top secret. Aujourd'hui, il a obtenu accès à un site presque identique au musée du missile Minuteman dans le Dakota du Sud, pour montrer à Rich Chamberlain en quoi consistait son travail et lui expliquer ce qui est arrivé lorsqu'un ovni a pris le contrôle de tout l'arsenal nucléaire. On va descendre 18 mètres sous terre. 18 mètres? 18 mètres sous terre. Pourquoi? Pourquoi c'est aussi profond? Oui. Parce qu'en cas d'attaque nucléaire, on serait enseveli. Donc plus c'est profond, mieux c'est. Compris.
Incroyable. C'est comme l'endroit où j'ai passé 3 ans de ma vie. Incroyable. Votre bureau était comme ça? Oui. C'est ici qu'est assis le commandant adjoint d'équipage. Quand il reçoit le message du système d'alerte principal de lancer des missiles, Ouais. il ouvre ce boîtier de sécurité et détermine quels sont les missiles à lancer. Il y a 10 interrupteurs, un par missile. Au plus fort de la guerre froide, ces missiles nucléaires étaient dirigés contre la Russie. La moindre erreur commise dans ce sous-sol aurait pu déclencher la Troisième Guerre mondiale. Vous aviez une vingtaine d'années et vous supervisiez des missiles qui pouvaient détruire une partie du monde ou le monde entier. C'est exact. On avait une énorme responsabilité et on le savait. Mais rien n'aurait pu préparer le capitaine Shindley aux événements terrifiants qui surviennent une nuit de septembre, après un début de journée relativement tranquille. Racontez-moi ce jour-là. Vous vous réveillez, prenez votre petit déjeuner et regardez les infos à MyNote. Que voyez-vous? Le présentateur du journal télé a annoncé que les habitants de Mohole, dans le Dakota du Nord, avaient vu d'étranges lumières pendant la nuit et qu'ils pensaient que c'était un ovni. Ces lumières se trouvaient à l'ouest de la ville. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Oh là là, je suis de Cara November qui est situé à l'ouest de Minot. » Quand le capitaine arrive au site de contrôle, la nouvelle concernant l'OVNI s'est vite répandue. Le responsable de la sécurité aérienne est venu me dire « Vous avez entendu ce qu'il est arrivé la nuit dernière ?» Le responsable raconte au capitaine qu'un mystérieux ovni en forme de disque d'environ 30 mètres de diamètre a envahi le ciel à l'ouest du site de contrôle. Je sentais au ton de leur voix et à leur expression que ça avait été une expérience effrayante. Ils n'étaient pas sortis pour l'approcher, tellement ils étaient effrayés. Pendant un bref instant, l'OVNI est resté statique, puis il a subitement disparu dans la vaste campagne. Mais ce qu'il s'est passé ensuite tourmentera le capitaine jusqu'à la fin de sa vie. Ici, c'est le panneau de commande devant lequel le commandant est assis pour contrôler ses missiles. Les voyants verts indiquent que les missiles sont prêts à être lancés. On a vu tout de suite que les voyants verts étaient éteints. Mais d'autres indicateurs étaient allumés, les voyants jaunes et rouges. Mais les voyants allumés indiquaient une anomalie. Oui, c'est surtout que sans les voyants verts, le lancement était impossible. Quelques instants plus tôt, les 10 missiles étaient prêts à être lancés avant d'être subitement désactivés, rendant les États-Unis et le monde entier vulnérables à une attaque ennemie. C'était un grave problème, car on n'avait jamais été dans une telle situation. Il ne faisait aucun doute qu'un objet volant non identifié avait mis nos missiles hors d'état d'alerte. Face à cet événement inédit, le capitaine Shindley se demande si les États-Unis sont confrontés à une menace existentielle provenant d'un nouvel ennemi. S'ils sont capables de faire ça, quel genre de menace représentent-ils pour nous? S'ils ont réussi à mettre nos missiles à tête nucléaire hors d'état d'alerte, je me demande ce qu'ils pourraient faire d'autre. Pourraient-ils désactiver nos ogives nucléaires? Pourquoi s'y intéressent-ils? Cherchent-ils à préparer le terrain pour faciliter les choses? C'est une bonne question. L'armée est harcelée par eux depuis longtemps. En fait, mon commandant et moi avons reçu l'ordre, dès que nous sommes remontés à la surface le lendemain matin, de ne plus jamais parler de cet incident. On nous a dit, en ce qui vous concerne, ce n'est jamais arrivé. N'en parlez jamais à personne, ni même entre vous. « 55 ans.
c'est le nombre d'années que le capitaine Shindley a gardé ce secret au fond de lui. En 2013, il a fait preuve de courage en se présentant devant 6 anciens membres du Congrès au National Press Club. I was involved in an incident while stationed at Minot Air Force Base, North Dakota. I was told to never speak of the incident again, and also told that as far as I was concerned, it never happened. Because of that, I am before you today with a bit of trepidation. I must say a lot of trepidation, as I have never before shown my face in person on this matter. Ça a été dur de parler ce jour-là? Ça a été très dur. J'étais aussi très ému, un peu comme maintenant. J'imagine que ça vous a rongé pendant toutes ces années de savoir que c'était arrivé et que vous ne pouviez en parler à personne. Je ne pouvais pas en parler à ma femme, ni à personne, parce que je suis une personne intègre. Mais mon intégrité me pousse aujourd'hui à raconter la vérité. Ouais. Et maintenant, je suis obligé de dire la vérité. Avant, vous obéissiez aux ordres. Oui. Et maintenant, vous dites la vérité. Oui. Mais quelle est cette vérité? Et pourquoi l'armée la dissimule-t-elle? C'est exactement ce que Rich Chamberlain tient à découvrir. Depuis son entrevue avec David Shindley, Rich Chamberlain est convaincu que les ovnis sont capables d'entrer en guerre à tout moment. D'ailleurs, c'est ce qui a failli arriver quand les forces armées américaines ont ouvert le feu sur une flotte d'ovnis lors de la bataille de Los Angeles. Durant les semaines qui ont suivi l'attaque de Pearl Harbor, beaucoup d'Américains craignaient que les Japonais n'envahissent rapidement leur territoire continental. Mais d'après Nick Pope, ancien enquêteur ufologue auprès du ministère de la Défense britannique, ce n'était pas le seul ennemi qui menaçait le pays. L'angoisse de la guerre était présente, les gens étaient sur les nerfs, la panique et l'hystérie régnaient. Le 25 février 1942, le cauchemar devient réalité. Quand les radars de l'armée détectent ce qui semble être un avion ennemi 200 km à l'ouest de Los Angeles. Un objet étrange est apparu. Et la défense côtière a ouvert le feu. Tandis que la panique gagne Los Angeles et qu'un couvre-feu est instauré, l'armée tire plus de 1400 obus dans le ciel nocturne. Cette nuit-là, pendant la bataille de Los Angeles, c'était comme un film hollywoodien. Le chaos régnait. Le lendemain matin, les habitants de la ville se réveillent en pensant que les forces japonaises ont atteint leurs côtes. Mais à leur grande surprise, c'est loin d'être le cas. On n'a trouvé aucun avion ni arme d'origine japonaise. Il n'y avait aucune trace d'une attaque nippone. Mais on avait bel et bien vu un objet étrange. Nombreux sont ceux qui pensent que le mystérieux objet qui a semé la panique dans la ville était en réalité un ovni. Mais l'armée nie cette interprétation avec véhémence. Ce qui me paraît incroyable, c'est que si les Japonais nous ont attaqués, comment ont-ils fait pour que leurs avions s'arrêtent en plein vol, sous les projecteurs, et prennent 1400 obus sans être touchés avant de repartir? À ce jour, ce qu'il s'est passé lors de la bataille de Los Angeles reste un mystère. La bataille de Los Angeles fait partie des nombreux incidents historiques dont l'armée américaine a choisi de ne pas parler. Mais dans quel but? La réaction du gouvernement concernant les incidents avec des ovnis est classique. Déni, minimisation, discréditation.
Je pense que la CIA et les autres organismes de renseignement étouffent ces affaires par rapport à l'armée, car elle sait pertinemment qu'elle ne peut pas nous protéger. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée a compris qu'elle faisait face à un nouvel adversaire. Et à mesure que les incidents avec des ovnis se multipliaient, le gouvernement a continué à les dissimuler. Le plus connu d'entre eux a eu lieu en 1947, quand un ovni s'est écrasé près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Roswell constitue le point de départ du phénomène moderne des ovnis. The Navy has no saucer-shaped aircraft or missile in any of these programs. The Air Force itself has officially admitted that flying saucers exist. 47 years ago, something crashed into the desert outside Roswell, New Mexico. And for 47 years, the Pentagon lied about it. Cette fois, un objet s'est écrasé. C'était bien plus que des lumières dans le ciel. On avait affaire à quelque chose de concret. Et l'armée américaine l'a admis. Ce communiqué de presse surprenant fait rapidement la une de tous les journaux dans le monde. Mais à peine 24 heures plus tard, le gouvernement revient sur ses déclarations. Le lendemain, il change de version, en disant que c'était un ballon météo. Le gouvernement maintient désormais que le fameux objet volant non identifié s'avère être un ballon météo. Apparemment, à un niveau bien plus élevé, quelqu'un a dit « On ne peut pas parler de soucoupe volante. Il faut qu'on invente autre chose. » À mon avis, le président des États-Unis a été informé le lendemain et a dit « Enterrez-moi tout ça ». C'est ce qu'ils ont fait. Le déni du crash de Roswell par l'armée et le gouvernement américain déconcerte l'opinion publique depuis plus de 80 ans. On entend parfois dire « On ne peut pas dissimuler un secret aussi énorme. » Mais si! L'histoire nous a prouvé à maintes reprises qu'on peut garder d'énormes secrets. Alors, qu'est-ce que le gouvernement américain cherche à cacher exactement? Rich Chamberlain a trouvé une personne qui connaît la réponse. L'agent X, un ancien membre de la CIA qui a accepté de lui parler de manière anonyme. C'est incroyable qu'il ait accepté de me rencontrer, parce qu'il prend de gros risques à parler des ovnis. Quand je suis arrivé au siège, personne n'avait un bureau attitré. On s'installait au gré des besoins. À l'époque, dans les années 40, 50 et tout au long des années 60, tout était stocké dans des boîtes et des tiroirs de bureau. Il y avait plein de dossiers, et personne ne savait ce qu'ils contenaient. Quand l'agence s'est modernisée, elle a mis en place des plateaux de travail cloisonnés, et certains dossiers ont été stockés à l'ancienne, dans de grosses boîtes en carton. Ces boîtes ont atterri dans un coin de la bibliothèque appelé la collecte historique des renseignements. J'y suis allé un jour et j'ai vu une étagère avec des tas de boîtes. En passant devant, je suis tombé sur une étiquette Roswell. Je me suis dit, waouh, j'y crois pas. Je l'ai ouverte et je ne peux en aucun cas vous dire précisément ce que j'ai vu. Il y avait des photos, des documents, d'autres éléments. Mais je peux vous assurer à 100% que l'incident de Roswell était réel. Il y avait bien un vaisseau et des cadavres. Après, je ne sais pas où tout ça a été emporté. Personne ne sait où c'est. Si un ovni s'est bien écrasé à Roswell avec des cadavres d'extraterrestres à bord, pourquoi le gouvernement a-t-il caché cette découverte? Rich Chamberlain se demande si le gouvernement connaissait les intentions des extraterrestres. Après avoir eu la confirmation que le crash de Roswell avait bien eu lieu, Rich Chamberlain se pose une question cruciale. Que faisaient des ovnis dans ce coin perdu? Les extraterrestres se sont peut-être écrasés avant d'atteindre leur destination.
se rendait-il sur la base de lancement de White Sands, la plus grande installation militaire au monde, et le site d'essai de la première bombe atomique? La proximité de White Sands, qui est une base secrète d'essai d'armes, avec le site du crash de Roswell, n'était pas une coïncidence. Pour savoir pourquoi les extraterrestres auraient voulu venir en repérage sur la base de White Sands, Ray Chamberlain remonte aux années 1940, quand le gouvernement américain a autorisé un programme top secret d'essais nucléaires dont le nom de code était le projet Manhattan. Le but était de développer la première bombe atomique. Le 16 juillet 1945, leurs efforts se sont concrétisés. Après 3 ans de recherche, la toute première arme nucléaire a explosé dans le désert du Nouveau-Mexique, lors de l'essai Trinity. Cet essai aurait-il pu attirer l'attention d'aliens dans l'espace? Est-ce à ce moment-là qu'ils ont compris que les États-Unis détenaient l'arme nucléaire et que depuis, ils surveillent l'armée? L'impact de l'essai Trinity a été de grande envergure. Les effets ont été ressentis à 160 km à la ronde. Ça a brisé des vitres à 200 km de là. L'essai Trinity a libéré une force explosive de 21 kilotonnes, soit l'équivalent de 10 000 tonnes de TNT, et a créé un éclair lumineux aveuglant, puis un énorme nuage en champignons de 11 600 mètres de haut. Mettez-vous à la place d'un planificateur de guerre alien qui observe la Terre et voit l'essai Trinity. Le moment est venu d'élaborer un nouveau plan, parce qu'il comprend qu'il a affaire à une puissance nucléaire. La Terre possède désormais des armes nucléaires. Et avec la technique des missiles, l'homme pourrait être capable de lancer ses armes dans l'espace. Le 9 juillet 1962, une arme nucléaire explose dans l'espace lors d'un essai du nom de code Starfish Prime lancé de l'atoll Johnston, 1450 km au sud-ouest d'Hawaï. Starfish Prime a été un événement stupéfiant. Une détonation à 400 km d'altitude dans l'espace. Subitement, on est capable de faire exploser des bombes nucléaires non seulement au sol, mais aussi dans l'espace. C'est un peu comme si on était monté d'un cran. C'est là que d'éventuels extraterrestres qui observaient la Terre ont dû se dire « Il va falloir observer cette planète de près ». 100 fois plus puissant que l'essai Trinity, Starfish Prime a été la première et la dernière arme nucléaire lancée dans l'espace. L'impulsion électromagnétique due à l'explosion a mis des réverbères hors service et a provoqué des interférences radio. On peut se demander ce qui a pu être perçu dans l'univers. C'est comme sonner une cloche et dire « On est là, venez nous chercher ». Les explosions nucléaires ont peut-être attiré des extraterrestres vers notre planète. Mais dans quel but? Est-ce pour cela que les ovnis ont commencé à surveiller notre armée? Ray Chamberlain se rend à Franklin, dans le Kentucky, pour enquêter. Pour la plupart des gens, Franklin, dans le Kentucky, semble être une ville typique du Sud. Mais derrière cette façade se cache un lourd mystère. En 1948, c'est ici que le capitaine Thomas Mantell, un pilote de chasse de 25 ans, a fait la une des journaux du monde entier après s'être tué en poursuivant un ovni dans le ciel au-dessus de Franklin. Depuis plus de 70 ans, cet accident tragique a soulevé de nombreuses interrogations au sein de la communauté.
dont fait partie les petits-enfants du pilote, Eric et Terry Mantell. Bonjour. Bonjour. Rich Chamberlain. Eric Mantell, enchanté. Terry Mantell. Je suis ravi de vous rencontrer. Rich Chamberlain pense qu'ils peuvent l'aider à comprendre jusqu'où l'armée est prête à aller pour dissimuler la vérité sur les ovnis. Certaines de ces médailles sont exceptionnelles. Waouh. Pour un gars qui avait quel âge? 25 ans? 25 ans. Il avait 2 mentions élogieuses du président. Ça, c'est une grande récompense. La Distinguished Flying Cross. Quand un jeune de 25 ans a autant de médailles, c'est qu'il est chevronné et a vu du pays. Un pilote compétent. Un héros. Ça confirme qu'en tant que pilote, il a mis sa vie en danger ce jour-là. Alors qu'il avait pourtant 2 enfants et une femme qu'il aimait profondément. Le 7 janvier 1948, les opérateurs de la tour de contrôle de la base aérienne de Godman à Fort Knox dans le Kentucky sont informés qu'un objet volant non identifié plane au-dessus de leur tête. Des gens de tout l'État du Kentucky appelaient le standard de la police. On voit un truc métallique énorme. Qu'est-ce que c'est? Les contrôleurs contactent immédiatement la garde nationale aérienne du Kentucky. Le capitaine Thomas Mantell, qui dirige une escadrille de 4 chasseurs P-51 Mustang, est envoyé pour enquêter. En quelques minutes, le capitaine et ses ailiers rejoignent le mystérieux objet. Il a décrit qu'il était brillant, métallique, d'une taille énorme et comportait des hublots. Puis le capitaine Mantell donne un ordre étonnant à l'un des pilotes de sa formation. Retourne à la base te ravitailler. Ce qui, dans le jargon militaire, veut dire « prépare-toi à ouvrir le feu ». J'ai toujours trouvé ce détail intéressant. C'est en quelque sorte la clé de cette affaire. Ils savaient ce qu'il se passait, que la situation était grave. Il ne se serait pas ravitaillé en munitions sans raison. Il veut des munitions parce qu'il se sent menacé. C'est un pilote chevronné. Il n'en aurait pas demandé s'il n'en avait pas eu besoin. Pendant que l'avion de chasse se prépare pour un combat intergalactique, Thomas Mantell grimpe de plus en plus haut dans le ciel à la poursuite de l'OVNI. Il a poursuivi cet objet jusqu'à 6000 mètres et a perdu le contact. C'est là que le mystère s'épaissit. Puis des témoins voient l'avion du capitaine Mantell foncer vers le sol et s'écraser dans un champ près de Franklin. La ville où le capitaine est né 25 ans plus tôt. L'une des dernières personnes à avoir vu l'avion s'appelle Doyle Burnett. Il avait 7 ans quand le Mustang est tombé du ciel. J'ai entendu une explosion. On a levé la tête et on a vu un avion tomber. Une aile s'est détachée de l'avion quand il s'est écrasé dans le champ en face de nous. L'épouse de Doyle Burnett a elle aussi vu le crash. C'est la maison de votre enfance? C'est ça, oui. C'est là que vous étiez quand l'avion s'est écrasé? Oui. Quel âge aviez-vous? J'avais 4 ans. Ah oui? Mais je m'en souviens très bien. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Non, c'est certain. Non. On a entendu du bruit quand il a touché le toit. C'était pire qu'une averse de grêle. En quelques heures, l'horrible accident attire des badauds, pendant que la presse divulgue l'information qu'un avion militaire s'est écrasé pendant qu'il poursuivait un ovni. Est-ce que des militaires sont venus? Oh oui, ils sont venus chez nous. Et ils nous ont réveillés en pleine nuit. Il faisait très froid cette nuit-là. Ma mère a demandé aux militaires pourquoi l'avion s'était écrasé et ils ont répondu « Il est monté trop haut et il a manqué d'oxygène ». De nombreuses théories ont été échafaudées pour expliquer les raisons du crash. Mais aucun rapport officiel ne mentionnait la présence d'un ovni. Ça soulève plus de questions que ça n'apporte de réponses. Un rapport est sorti par la suite qui disait que... Après celui-là? Oui, oui. De l'armée? Un rapport de l'armée, oui. Qu'il poursuivait peut-être Vénus. Puis un autre rapport a dit qu'il poursuivait peut-être un ballon météo. Cette histoire de Vénus, c'est ridicule.
Et il voyait souvent des ballons météo. Ils étaient lancés à proximité des bases le matin avant que les avions ne décollent. Tout le monde parlait de ce qu'il était arrivé. Plusieurs personnes pensaient que c'était un ovni. C'est la rumeur qui courait? C'était la rumeur, oui. Je le croyais aussi après avoir vu les informations à l'époque qui disaient que c'était un ballon météo ou autre chose. Il n'y avait pas de ballon météo, je vous assure. Je suis quasiment sûr que c'était une soucoupe volante. Ce n'était pas quelque chose qui venait de notre planète, j'en suis sûr. Pourquoi une soucoupe volante? Il y a eu trop d'hypothèses sur les raisons du crash. Et un ballon météo ne tenait pas la route, ni Vénus à 3 heures de l'après-midi. On n'aurait jamais vu Vénus en plein après-midi. Il aurait fallu des circonstances particulières. Oui, c'est ça. Et il aurait fallu être plus haut dans le ciel que le pilote pour la voir. C'est un mystère qui reste à élucider. Je suppose que vous l'avez déjà vu, mais voilà la vitrine. Ouais. J'adore cette photo. C'est un morceau de l'avion de votre grand-père qui a été trouvé sur les lieux du crash. C'est incroyable. Ça m'émeut beaucoup. C'est normal. Ça m'émeut aussi, alors que je ne le connaissais pas. Le capitaine Mantell est devenu une figure historique de Franklin. Aujourd'hui, ses petits-enfants ont enfin l'opportunité de lui rendre hommage. Un habitant de Franklin, Joe Phillips, a proposé d'accompagner Eric et Terry Mantell sur les lieux du crash, où leur grand-père a perdu la vie de manière héroïque en poursuivant un ovni. L'avion était juste là. Là? Quand il s'est écrasé, le sol a tremblé. Des gens sont venus voir ce qu'il était arrivé. C'était une journée terrible. Je ressens tellement d'émotions en ce moment. Le fait de voir cet endroit est très important. Pas seulement pour Eric et moi, mais pour toute la famille. Son avion, son P-51, était juste là. C'est incroyable. Je me demande à quoi il pensait. S'il a repris conscience. Voilà un homme, Thomas Mantell, qui a survécu au débarquement en Normandie et qui est mort des années plus tard en temps de paix sur le sol américain en poursuivant un ovni alors que le gouvernement prétendait que ces choses-là n'existaient pas. Il faut vivre avec ça. Il faut accepter que c'est arrivé à l'un de vos proches, à votre grand-père. J'aimerais soulager votre peine, mais il n'y a pas de mots pour ça. Prenez votre temps. Je ne sais pas comment les gens surmontent ça. Je ne sais pas comment ils font leur deuil, mais j'espère qu'ils y arrivent. Prions, Seigneur. Merci pour cette journée. On sait que Tommy, sa mère et sa femme sont réunis maintenant. C'est ce qu'on croit, et c'est ce qui nous fait avancer. Et on t'aime, au nom du Christ. Amen. Personne ne saura jamais ce que le capitaine Thomas Mantell a rencontré à 7500 mètres d'altitude. Est-ce que sa mort annonçait que le pire restait à venir? Si oui, Rich Chamberlain aimerait savoir si l'armée est prête à riposter. Le capitaine Mantell a été le premier officier à perdre la vie en poursuivant un ovni. Personne n'avait reçu l'ordre de tirer sur un tel objet jusqu'en 1957, quand le commandant Milton Torres Jr. a survécu au plus grand face-à-face avec un ovni jamais répertorié. Qui, encore une fois, a été dissimulé par l'armée.
Rich Chamberlain a fait appel à Roderick Martin, enquêteur pour le réseau de partage sur les ovnis, connu sous le nom de MUFON. Après avoir vu un ovni poursuivre un avion de combat de l'US Air Force à l'âge de 12 ans, Roderick Martin a décidé de dédier sa vie à découvrir pourquoi les aliens ciblent les militaires. L'enquêteur a organisé un entretien avec le fils du commandant Torres, Jeffrey, lors du colloque annuel du MUFON à Las Vegas. Jeff, merci d'être là aujourd'hui. On a enquêté sur plusieurs incidents impliquant des pilotes qui ont poursuivi ou attaqué des ovnis. Mais malheureusement, certains d'entre eux ont perdu la vie. En ce qui concerne votre père, il a survécu pour en parler. Et c'est ça qui nous intrigue. Pour commencer, pouvez-vous nous résumer sa carrière pour nous donner une petite idée? Mon père a servi 20 ans dans l'US Air Force. Il a participé à 300 missions de combat au Vietnam et il a été hautement décoré. Il a aussi travaillé sur le programme spatial de la NASA. Wow, impressionnant. Je dois dire que j'étais très fier de mon père, car c'était quelqu'un d'impressionnant. À l'apogée de la guerre froide, l'hystérie face à l'invasion de l'URSS était à son summum. Et tout signalement d'un avion non identifié mettait l'armée sur un pied d'alerte. Le 20 mai 1957, le commandant Milton Torres Jr., alors sur une base américaine au Royaume-Uni, reçoit l'ordre de décoller sur alerte suite à la détection d'un objet mystérieux par les radars au sol. Volant à presque Mach 1, le commandant poursuit courageusement l'ennemi non identifié. Il a dit que la signature radar était aussi grande que celle d'un porte-avions. C'était énorme. L'étrange point sur son écran radar ne ressemble à rien qu'il ait déjà vu. Il poursuivait cet objet sur son radar et je me souviens qu'il faisait des manœuvres incroyables qui défiaient les lois de la physique. C'est ce qu'il a dit. Ça défiait les lois de la physique. Équipé d'un arsenal de 24 missiles, le commandant Torres reçoit l'ordre de tirer. Il avait très peur. Il s'est dit, je vais déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est quoi? Sur quoi je tire? Mais il a fait preuve de courage. Oui. Il s'est approché et... Mais il se disait, c'est le début de la fin. Milton Torres verrouille sa cible et se prépare à tirer. Quand on verrouille et qu'on tire, l'ordinateur prend le relais. Ouais. Et quand l'ordinateur a pris le relais, l'objet a filé 2 sauts sur l'image radar et il a disparu. Il avait les genoux qui tremblaient. Qu'est-ce que c'était? Il était vraiment effrayé. Et il a appelé le centre de contrôle et a dit « Centre de commande, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais ce truc a disparu de mon écran. » Quand mon père m'a dit que c'était un vaisseau extraterrestre, ça ne pouvait être que ça, un vaisseau extraterrestre. Après l'incident, le commandant retourne à la base où il est immédiatement intercepté par son officier supérieur. Un officier est arrivé avec un gars de la NSA en costume cravate, comme un commercial d'IBM. Les fameux Men in Black dont on entend parler. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et le gars est arrivé et lui a dit « Vous aimez voler, lieutenant Torres ?» Mon père a répondu « J'adore ça. » Écoutez bien, il a dit « Si vous révélez ce qu'il est arrivé, vous ne volerez plus jamais. Vous serez dégradé, vous perdrez votre brevet de pilote et vous serez une grosse m***. » Et mon père a répondu « À vos ordres. N'en parlez jamais, ce n'est jamais arrivé. N'en parlez ni à votre femme, ni à personne. » 50 ans. Oui. Comment a-t-il fait pour tenir toutes ces années sans flancher? Ça l'a tourmenté. Il l'a enfoui, il l'a enterré et il refusait d'en parler. Et comment votre père a vécu après ça?
Je crois que le plus dur a été de ne rien dire à son père. Mon père était très proche de mon grand-père. Ils étaient proches. Et le fait de ne rien pouvoir lui dire, c'était très compliqué. Et je crois qu'il est mort avec le regret de ne pas avoir pu en parler à son père. Il l'a emporté dans la tombe. Même si Milton Torres a l'interdiction de parler de sa rencontre avec un ovni, ça ne l'empêche pas de l'écrire en secret. Il savait qu'on avait étouffé l'affaire. Et il savait qu'il risquait d'emporter ce secret dans la tombe. Il a eu la bonne idée de se dire, dans ce cas, je vais faire une déclaration par écrit pour laisser une trace. En 2003, son récit refait surface lorsque le ministère de la Défense britannique déclassifie des milliers de pages de documents sur les ovnis et les rend accessibles au public. On m'a demandé de participer à la promotion de la déclassification et de la publication des documents sur les ovnis du ministère de la Défense. J'étais une sorte d'intermédiaire. Et j'ai pu prévenir Milton Torres que ça allait être divulgué et faire du travail médiatique avec lui. En avril 2009, Nick Pope invite le commandant à intervenir dans un colloque sur les ovnis à Gettysburg, dans le Maryland, où il a enfin pu raconter son histoire au public. So without any further ado from myself, I would like now to hand over to Major Milton Torres. Si on voulait un témoin irréprochable, Milton Torres avait le profil. C'était un héros décoré. On n'aurait pas trouvé mieux. I have been convinced since then that was an alien and nobody's going to talk me out of that one. I did it myself. And I thank you for your... Il n'arrivait pas à raconter son histoire sans éclater en sanglots. Il était tellement ému qu'il ne pouvait pas se retenir. Je suis content de l'avoir aidé à se soulager de ce poids avant sa mort. Merci beaucoup, Nick, d'avoir aidé à divulguer cette histoire. Si vous n'aviez pas été là pour la rendre publique, il l'aurait emporté dans la tombe. À la fin de sa vie, il a enfin été soulagé et délivré de ce poids. Vous êtes profondément touché par cette histoire de famille. Ne l'oublions pas. Je ne veux pas réduire votre père à un simple dossier. Mais il n'y a aucun doute que c'est l'un des incidents les plus importants et spectaculaires de tous les temps. Les gens parlent de Roswell et d'autres grosses affaires, mais celle-là est majeure. Il n'y a pas plus important et percutant que le fait de recevoir l'ordre d'abattre un ovni. Après le colloque MUFON, Roderick Martin conclut que si les supérieurs ont donné l'ordre de tirer au commandant Torres, il devait savoir que les ovnis représentaient une menace. Mais comment reconnaître une invasion alien? Pour savoir si les ovnis menacent notre espace aérien, Rich Chamberlain et Roderick Martin retrouvent la journaliste d'investigation Melissa Tittle dans un centre névralgique. Fille d'un vétéran de l'US Air Force et enquêtrice en ufologie depuis 20 ans, Melissa Tittle arrive avec son réseau de contacts, dont Ted Rowe, directeur du NARCAP, le Centre national de signalement de phénomènes aériens non identifiés. Ensemble, ils vont examiner près de 20 ans de recherche effectuées sur les incidents signalés par des pilotes concernant des phénomènes aériens non identifiés, connus sous le sigle PAN. Ted Rowe, c'est un honneur de vous recevoir. J'ai envie de vous demander comment vous êtes-vous impliqué, notamment dans la recherche d'incidents touchant à la sûreté des avions.
Je me suis intéressé à ce type de recherche parce que j'ai moi-même connu des expériences de PAN et j'ai voulu mieux les comprendre. Pouvez-vous nous parler d'une de ces expériences? C'était une observation au-dessus d'Oakland, en Californie, en janvier 1999. On roulait en direction du sud sur la 880. Mon amie Suzanne conduisait et à environ 1500 mètres, un objet s'est arrêté tout près des bâtiments fédéraux d'Oakland. Et là, il a fait un bond. Il a bougé en un clin d'œil. J'ai vu un cylindre d'environ 13 mètres de long. Il y avait 2 grandes lumières dessous. Pendant qu'on roulait, il a tourné et il a suivi notre voiture en parallèle. Et puis tout est devenu tout noir, très vite. On a fait un bond de 3 heures. On a roulé pendant 1 minute 15 secondes en temps linéaire et 3 heures s'étaient écoulées. Wow, c'est incroyable. Est-ce que votre vie a changé après ça? Absolument. Je me sentais très mal. Et vous dédiez votre vie à ça? Oui, c'est devenu l'œuvre de ma vie. Je ne fais que ça. On récolte des données. J'ai plus de 100 ans de rapports de pilotes concernant des phénomènes aériens non identifiés. Quels sont les schémas qui ressortent dans vos recherches? Les pilotes signalent 4 types de PAN. Des boules de lumière, des sphères, des cylindres et des disques. Des formes géométriques classiques. Il y en a d'autres, mais ce sont les principales qu'on voit dans les données. Les boules de lumière représentent 50% des cas que nous connaissons pour l'instant. Quelles sont les interactions entre les pilotes et les boules de lumière? Dans certains cas, elles arrivent et tournent autour de l'avion. Dans d'autres cas, elles arrivent de loin et dépassent l'avion. Mais il semble que ça varie selon l'allure de l'avion. C'est-à-dire? La boule approche de l'avion et reste à ses côtés. Il y a une interaction entre elle et l'avion, contrairement à un objet qui ne ferait que le dépasser. Pourquoi est-ce qu'elles suivent ces avions? Pourquoi essaient-elles d'interagir avec eux? Je pense que c'est pour récolter des informations. Et c'est quoi leur message? Regardez ce qu'on sait faire. Ça fait peur. Oui. Ça donne à réfléchir. On devrait y prêter attention. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas rassurant. On a beaucoup parlé d'incidents avec l'armée, mais est-ce que des pilotes de ligne se manifestent? Oui. Il y a M. Eric Delgado, un pilote qui a fait une rencontre de PAN dans les airs sur laquelle j'ai enquêté. Il a passé 30 ans dans un cockpit et il est retraité de l'armée. Il a accepté de nous parler un peu de tout ça. On l'appelle en visioconférence? Allez. Oui. Bonjour. Bonjour Eric, pouvez-vous nous parler un peu de vos expériences? Je m'appelle Eric Delgado. Je suis capitaine d'un Boeing 767 pour le transport de cargaison dans le sud des États-Unis. Nous nous rendions à Memphis. Mon copilote et moi parlions du trajet, et en regardant par-dessus mon épaule gauche, j'ai vu une grosse lumière blanche. Je pensais que c'était un avion parce qu'il tournait vers nous. Et je me suis dit, oh là là, il descend sur nous. J'ai vraiment eu peur. J'ai posé les mains sur les commandes et les manettes, et je m'attendais à ce que le TCAS, le système anti-collision, se mette à hurler « Descendez, descendez vite ». J'avais vraiment peur. Mon cœur battait très fort. Le système qui nous signale tout trafic à proximité ne s'est pas mis à sonner ni à afficher quoi que ce soit. That is a unidentified flying object, bro. Jeez, man, that is freaky, man. Et c'est là que j'ai compris. J'y crois pas, c'est un objet volant non identifié. Je pilote depuis près de 30 ans et je n'ai jamais vu une chose pareille. That is phenomenal, man. Look at that. There's our airplane, and there's no TCAS. There's weather about 40 miles off our left wingtip. Ça ne venait pas de ce monde. Wow. On ne peut pas rivaliser avec ce type de vitesse et de manœuvrabilité. Et s'il transportait un type d'arme, une sorte d'énergie plasmique, un missile serait archaïque. La menace est réelle. On est mal barré. S'il le voulait, il nous encerclerait. Si on devait noter une attaque de leur part, sur une échelle de 1 à 10, du moins au pire, je dirais qu'ils sont à 9. La raison de leur présence, je ne le sais pas plus que vous.
Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ravi de vous avoir rencontré. Quand un homme comme Eric Delgado parle, il est honnête et il raconte ce qu'il a vu. Les histoires de boules de lumière PAN remontent à plusieurs décennies. En fait, j'ai apporté des photos. En voici une, prise pendant la Deuxième Guerre mondiale de ce qu'on appelait des Foo Fighters. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de pilotes de l'armée américaine, mais aussi britannique, ont signalé d'étranges boules de lumière qui suivaient leurs avions. D'abord, ils ont pensé que c'était une nouvelle arme secrète allemande ou japonaise. Mais comme elle n'attaquait pas, ça ne collait pas. Après avoir été vues par de nombreux pilotes de l'armée, ces mystérieuses boules de lumière ont été surnommées Foo Fighters, ou chasseurs fantômes. Un opérateur radar. J'étais fan de la bande dessinée Smokey Stover, dont la phrase d'accroche était « Là où il y a du fou, il y a le feu », ce qui ne veut rien dire. Cet opérateur parlait d'une de ses observations et en référence à la bande dessinée, il a dit « Je suppose que ce sont des Foo Fighters » et le nom est resté. Est-ce que c'était l'empreinte d'une nouvelle civilisation qui nous observait, qui observait notre conflit primitif? Est-ce que la Seconde Guerre mondiale a attiré l'attention d'autres civilisations dans une autre partie de la galaxie? Peut-être. Je vais vous donner d'autres exemples, j'ai apporté d'autres photos. Une boule de lumière au-dessus de l'île de Santa Catalina, photographiée en 1947. Et voici un cliché de la rencontre de M. Delgado, l'an dernier. Waouh, elles se ressemblent. Ces deux photos ont été prises à plus de 70 ans d'écart et elles se ressemblent. Oui. À votre avis, qu'est-ce qu'ils surveillent? Les progrès de l'humanité? Notre technologie? Je pense que c'est une stratégie d'occupation dans le cadre de leur schéma de colonisation ou d'expansion. Représente-t-il une menace? Je pense que oui. Ils nous surpassent à tous les niveaux, ils ne respectent pas les limites. On pourrait faire face à un événement de l'ampleur d'une extinction. Ça pourrait être terrible. Si les extraterrestres décidaient d'entrer en guerre et d'envahir notre planète, l'humanité aurait-elle une chance de répliquer? Ou serait-ce la fin du monde tel que nous le connaissons? Après avoir écouté Ted Rowe et Eric Delgado, Rich Chamberlain pense que la situation est critique et qu'il doit à présent déterminer comment les aliens pourraient nous attaquer. Pour se faire une meilleure idée du plan de guerre alien, il se rend au Texas pour rencontrer le lieutenant-colonel Kent Johnson, ancien pilote de l'US Air Force hautement décoré, qui pourrait l'aider à comprendre leur potentiel. Merci d'avoir accepté de me parler. Je sais que ce n'est pas facile pour des militaires à la retraite ou encore en poste de s'exprimer. Merci encore. C'est devenu plus une obligation qu'autre chose depuis le dernier rapport publié par le Congrès. Je me suis dit qu'il fallait faire savoir que ce n'était pas inhabituel et que c'était réel. Quelle a été votre première rencontre avec un ovni? J'ai effectué plusieurs missions au-dessus du sud de l'Irak pour forcer la flotte irakienne à rester au sol. Et parfois, sur de longs trajets, on élargit le champ du radar le plus loin possible. Je l'ai étendu au maximum. J'ai tenté le coup, au cas où je trouverais quelque chose. Un jour, j'ai détecté un faible bip avec mon radar. Je l'ai vu brièvement. C'était très haut dans le ciel et ça bougeait très rapidement. Puis, ça s'est soudain arrêté et c'est descendu tout droit. Ça a disparu à très grande vitesse. Ça a filé à quelle allure? Disons à plus de 32 000 km/h. Vous plaisantez? Non, c'est mon estimation, parce que j'ai regardé mon écran quand je l'ai bloqué. C'est ce que j'ai vu. Et pouf, ça s'est arrêté net, et c'est descendu tout droit.
Waouh. Et la deuxième observation, vous pouvez me l'expliquer? En janvier 1991, le lieutenant-colonel Kent Johnson effectue ce qu'il pense être une mission d'entraînement ordinaire en Arabie Saoudite pendant la première guerre du Golfe. Je travaillais pour l'armée américaine. Je pilotais un hélicoptère OH-58 Kiowa. C'est un hélicoptère de reconnaissance des armées à 2 places. Pour vous donner une idée de l'environnement, voilà à quoi ça ressemblait. Vous voyez que c'est plat et monotone. C'est moi, avec l'autre pilote qui m'accompagnait pendant la mission. Cette photo a été prise juste avant l'incident. Le lieutenant-colonel Johnson et son copilote volent 15 mètres au-dessus du désert. Quand quelque chose qui se trouve à 1,5 km attire leur attention. Une ombre menaçante, de la taille d'un stade de foot, fonce vers eux à 160 000 km/h. Et disparaît dans le désert. On a cherché partout, au-dessus et en dessous. Je ne voyais pas ce qui crée cette ombre. Puis l'ombre réapparaît, pour rester cette fois, et fonce droit sur l'hélicoptère. Subitement, l'ombre s'arrête juste devant eux. Elle s'est arrêtée à cause de nous, parce qu'on était dans sa trajectoire de vol. Elle a pilé? Net. Cette chose a violé ce que nous connaissions des lois de la physique. C'est comme si on fonçait contre un mur en béton ou une montagne en granit à 32 000 km/h. L'appareil et ses occupants voleraient en 1000 morceaux. Je vais vous montrer quelque chose qui vous plaira. Pour mieux décrire l'ombre qu'on a vue, le principe est que si on voit quelque chose qui vole haut dans le ciel, l'ombre devient floue. Mais quand elle se rapproche du sol, l'ombre devient plus nette, plus définie. Et en l'occurrence, elle était très bien définie, ce qui veut dire qu'elle était très près du sol. C'est une menace? C'est une bonne question. Une très bonne question, parce qu'on n'en sait rien. Tout ce que je peux dire, c'est que s'ils ont des intentions hostiles, quelles sont nos chances pour parler de façon réaliste? C'était quoi, à votre avis? Ça aurait pu être un ovni camouflé. Comme on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, ni comment il fonctionne, qui le contrôle, ni le type de technologie utilisée, ça pourrait représenter une menace. Mais comment on se défend contre un objet invisible et dont on ne connaît pas le fonctionnement? On ne connaît pas leurs intentions. Ça me fiche la trouille. À moi aussi. Si les ovnis sont capables de se camoufler et de défier les lois de la physique, l'armée américaine est vulnérable. Est-ce que le gouvernement sait déjà que nous sommes des cibles faciles face à une attaque d'extraterrestres? Grâce à sa conversation avec le lieutenant-colonel, Rich Chamberlain a compris que les capacités offensives des extraterrestres dépassent toutes nos techniques de défense actuelles. Si les aliens décident de nous attaquer, nous n'avons aucune chance. Ils sont capables d'anéantir nos armées et notre planète entière. Le gouvernement est-il conscient de cette issue fatale? Si oui, pourquoi cherche-t-il à nous la cacher? Un homme connaît peut-être la réponse. L'ancien sergent-chef de l'armée de l'air, Jeremy McGowan. Il a inventé le premier détecteur de PAN privé qu'il a baptisé Osiris, pour trouver les réponses que l'armée américaine refuse de nous donner. Rich Chamberlain a chargé Roderick Martin d'aller interroger cet homme dans sa ville natale de Las Vegas.
C'est une sacrée voiture. Merci. Vous êtes une sorte de savant fou. J'ai l'impression d'être dans SOS Fantôme. On a déjà comparé cette voiture à Ecto One. C'est une version de ça, sauf qu'au lieu de chasser les fantômes et des lutins, je cherche des PAN éventuels. Jeremy McGowan a parcouru toute l'Amérique du Nord avec l'Osiris, qui est équipé d'un radar particulier, un magnétomètre pour détecter des champs magnétiques provenant des ovnis et un accéléromètre pour détecter des déplacements dans le ciel. La mission de ce véhicule est de découvrir la vérité que le gouvernement américain ne nous avouera jamais. J'ai servi dans l'armée de l'air pendant 12 ans. On nous appelait pour nous dire de prendre notre barda et de monter dans un avion pour partir en mission au pied levé, parce qu'on était une force très mobile. En mars 1995, le sergent-chef est envoyé au Moyen-Orient dans le cadre d'une opération secrète. J'ai été déposé au milieu du désert. Sur place, il n'y avait qu'une tente et une énorme caisse en bois. À ce moment-là, vous vous êtes dit quoi? Je ne savais pas quoi penser. C'était tout simplement bizarre. J'ai participé à l'opération Tempête du désert. J'ai assisté au combat et ça n'avait rien à voir avec mes missions précédentes. Mais on ne pose pas de questions. On obéit aux ordres. En général, vous êtes briefé avant de vous retrouver dans ce genre de situation. On n'avait rien. Il n'y avait pas de documents, rien. Mes ordres étaient de ne pas approcher de la caisse et de ne laisser personne en approcher. Et si ça arrivait, de tirer à vue. Ces ordres étaient importants. On m'a fourni 240 munitions pour mon fusil et 18 grenades hautement explosives. Combien de temps a duré la mission? 3 jours et 3 nuits. 24 heures sur 24? Oui. Il n'y avait pas de supervision, pas d'officier présent, personne. Alors je suis monté sur la caisse, je me suis assis et je me suis couché dessus. Un soir, pendant qu'il gardait la mystérieuse caisse, Jeremy McGowan a vécu une expérience qui restera gravée dans sa mémoire. Le ciel était cristallin. Je voyais toute la Voie lactée défiler sous mes yeux. J'étais assis à regarder les étoiles avec mes lunettes de vision nocturne. J'étais détendu et je regardais le ciel quand j'ai vu un point lumineux brillant qui est arrivé derrière moi et qui est monté en flèche au-dessus de moi, puis a tourné à 90 degrés vers la gauche et a filé à 9 heures. En moins de 2 secondes. Quand il a viré, il n'a pas effectué une courbe. Il n'a pas ralenti. Puis il a recommencé encore et encore et encore. Waouh! Vous en pensez quoi? Je ne sais pas. Je sais seulement que j'ai vu quelque chose qui défiait les lois de l'aérodynamique. Est-ce que ça aurait pu être une étoile filante? Les étoiles filantes ne tournent pas. Ouais. Pas à angle droit. Ce n'était pas un avion, parce que c'était une zone interdite aux avions. Les avions n'avaient pas le droit de voler. Quand vous avez vu ça, vous deviez le signaler, non? Non. Je ne pouvais le dire à personne. Pendant des années, Jeremy McGowan s'est demandé ce qu'il y avait dans la caisse. Est-ce que l'OVNI qu'il a vu dans le désert était là par rapport à son contenu? En 2019, il a enfin obtenu une réponse qui laisse aussi penser à une dissimulation du gouvernement. J'ai réussi à trouver un gars qui faisait partie des Navy Seals. Il m'a parlé de la caisse. Il l'avait réceptionnée. La caisse contenait une arme nucléaire qui avait été volée à l'Empire soviétique à la fin de la guerre froide. Pour être précis, c'était un SS-24 qui peut contenir 10 ogives. Il a dit qu'il y en avait 8. Il y a environ 9 ans, j'ai appris que je souffrais d'une forme rare de cancer de la peau qui se développe uniquement suite à une exposition au rayonnement. Waouh! Depuis que son cancer a été diagnostiqué, Jeremy McGowan se méfie du gouvernement, et encore plus de l'armée.
Ils se demandent toujours ce qu'ils nous cachent d'autre. Les tentatives de dissimulation de la menace qui pèse au-dessus de nos têtes ont été documentées à travers l'histoire. Mais des images publiées récemment dévoilent un nouveau vaisseau extraterrestre qui harcèle l'armée. Cette fois, la vérité est plus difficile à cacher. Objet submersible non identifié, ou OSNI, est le terme officiel donné à ces étranges anomalies tapies dans les profondeurs de nos océans. Avec nos sous-marins à propulsion nucléaire et nos porte-avions déployés en mer, partout où il y a de l'eau, il peut y avoir une force de frappe extraterrestre. S'il est un homme qui connaît les menaces cachées dans l'eau, c'est l'ancien adjudant-chef de la marine américaine, Carson Shoemake. Il a servi à bord de sous-marins nucléaires, dont l'USS Tennessee et l'USS Pennsylvania. Il a accepté de rencontrer Rich Chamberlain pour imaginer les intentions des extraterrestres. Carson, au cours de notre enquête, on a découvert que beaucoup de sites de lancement de missiles balistiques intercontinentaux dans le nord et d'autres parties du monde ont été complètement paralysés alors qu'il y avait des ovnis dans la région à ce moment-là. En décembre 1996, à Minot, 10 missiles ont été désactivés en même temps. Comment est-ce possible? Je ne connais personne, aucun gouvernement capable de faire ça. Si ça venait d'une autre nation, ce serait une déclaration de guerre. Quand on voit des choses comme les PAN arriver aux États-Unis, pourquoi on ne les abat pas? D'un point de vue militaire, on n'engage pas le combat contre quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne sait pas de quoi ils sont capables. Soyons un peu logiques. Ils effectuent des voyages intergalactiques. Avec quoi on va leur tirer dessus? On a un peu la grosse tête si on pense qu'on est les seuls êtres du cosmos capables de raisonner intelligemment et de faire de la recherche, du développement technologique accéléré. On ne connaît même pas la taille de l'univers. Oui. Vous avez servi dans des sous-marins qui étaient des plateformes d'armes nucléaires opérationnelles? Oui. Avez-vous vu des choses qui sortaient de l'ordinaire? Oui. J'ai vu plusieurs anomalies de grande vitesse. Sous l'eau? Sous l'eau. Quand on regarde au sonar, il y a un affichage de fenêtres en cascade. Et on sait qu'un objet est passé très rapidement quand il traverse l'écran de part en part. Pouvez-vous me donner une idée de ce qu'est une grande vitesse? Elle dépassait les capacités de notre système. C'était plus rapide que le système. D'accord. J'ai compris qu'il y avait quelque chose dans l'eau qu'on ne voit pas habituellement. N'oubliez pas que tout le monde lève les yeux pour voir des ovnis, mais personne ne pense à regarder dans l'eau. Si j'étais un voyageur intergalactique qui cherchait à se cacher, je choisirais l'eau. On n'a même pas encore cartographié tout l'océan. Il y a de vastes zones de l'océan qu'on n'a pas encore explorées, surtout au fond. Je croyais qu'il avait été totalement cartographié. Non. Vous entendez des bruits tout le temps? Oui. Emmenez-moi sous l'eau et faites-moi écouter ce qu'on entend au sonar. J'ai quelques enregistrements sur mon téléphone. Je ne peux pas vous faire écouter tous les sons parce que certains sont classifiés. Ce son que je vais vous faire écouter, c'est une baleine. Wow, c'est plus fort que je ne croyais. Et ce son que je m'apprête à vous faire écouter, c'est le bruit d'une hélice de bateau. On reconnaît bien. C'est évident. Et voici un son qui n'a pas été identifié précisément. C'est l'armée canadienne qui l'a découvert et l'a qualifié d'OSNI. Ça ressemble à quelque chose que vous avez déjà entendu? Non, ça ne correspond à rien. Est-ce que ça vous donne à réfléchir? Oui, ça excite ma curiosité.
J'aimerais en savoir plus. Il faut toujours être à l'affût. Il faut toujours récolter toutes les données disponibles et être prêt à analyser tout ce que nos troupes peuvent croiser. Pour en apprendre plus sur les OSNI et leurs capacités, Rich Chamberlain envoie Melissa Teitel parler avec quelqu'un qui en a croisé un pendant son service dans la marine. En 2010, John Baumann est à bord d'un porte-avions à propulsion nucléaire, l'USS Carl Vinson, qui se rend à Haïti pour une mission humanitaire. Il est loin d'imaginer qu'il n'oubliera jamais ce voyage. Parlez-moi de ce fameux jour. Ce jour-là, c'était calme. Il ne se passait pas grand-chose sur le pont d'envol. J'ai fait une pause, j'étais à tribord, et j'ai vu que dans l'eau, il y avait un objet en forme de tic-tac. Ce n'était pas un sous-marin que vous aviez déjà vu? C'était totalement différent? Il n'avait pas les caractéristiques typiques d'un sous-marin. En général, il y a le mât du sous-marin qui est émergé. Dans ce cas précis, ça ressemblait à un objet compact. Montrez-moi à quoi il ressemblait. Ouais, volontiers. D'accord. Il mesurait environ 6 mètres de long. Et il avançait de ma gauche à ma droite. Il allait dans cette direction. Et la partie avant s'est effondrée sur elle-même et a disparu. Instantanément, l'OSNI en forme de tic-tac prend la forme d'un fer à cheval. En quelques secondes, il accélère et disparaît dans les profondeurs de l'océan. Est-ce que vous avez paniqué? Vous vous sentiez comment? Après ça, j'ai essayé d'oublier ce que j'avais vu. Cette étrange rencontre a marqué le jeune homme, car il pense que nos ennemis, d'origine terrestre ou pas, sont des êtres ou des choses que nous avons tort d'ignorer. Si c'était quelque chose qui venait d'ailleurs et qui examinait votre porte-avions, ce ne serait pas un peu suspect si leurs intentions étaient malveillantes? Je pense qu'il faut les considérer de la même manière que nos adversaires étrangers. Bien sûr, s'ils arrivent d'une autre planète, ils sont bien plus avancés que nous. Par contre, l'objectif reste le même. Comment se défendre face à ce type de menace? L'anéantissement de la race humaine est-il imminent? Ou pouvons-nous l'empêcher? Jusqu'à récemment, nous n'avions pas assez d'éléments pour étudier scientifiquement la superintelligence des aliens. Et le fait que le gouvernement ridiculisait ceux qui parlaient ouvertement des ovnis n'a pas dissuadé le célèbre physicien théoricien Michio Kaku. Il pense que les extraterrestres pourraient être la plus grande menace pesant sur l'humanité. Surnommé le Einstein de notre époque, le professeur Kaku est considéré comme l'un des hommes les plus intelligents au monde. Il a accepté de parler à Melissa Teitel de cette question urgente et de partager ses découvertes scientifiques les plus troublantes. Je pense qu'on arrive à un point de bascule. Traditionnellement, il incombait à ceux qui y croyaient de prouver que ces objets étaient extraterrestres. Maintenant, la situation s'est inversée. On a des preuves irréfutables. Les on-dit ont été remplacés par des vidéos militaires, des observations radars, des rapports de détecteurs infrarouges que nous, les physiciens, pouvons analyser image par image. Ça change la donne. Certaines de ces rencontres dépassent nos connaissances actuelles de la physique. S'ils arrivent des étoiles, ils ont des milliers d'années d'avance sur nous. Ils pourraient disposer de quelque chose qui obéit à une nouvelle loi de la physique.
Tout d'abord, on sait qu'ils peuvent voyager entre Mach 3 et Mach 20, soit 3 à 20 fois la vitesse du son. Ils peuvent zigzaguer, créant des forces G des centaines de fois supérieures à la force de gravité de la Terre. Ça semble dépasser les lois de la physique. Et ces objets peuvent aller sous l'eau. On a compris qu'on a affaire à une technologie qui repousse toutes les limites des lois de la physique que nous connaissons. Vous avez parlé d'OSNI, qui sont les vaisseaux qui vont sous l'eau. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui les intéresse dans l'eau? Tout d'abord, l'hydrogène. C'est un combustible. En d'autres termes, ils remplissent leurs réservoirs. Des océans de combustible qui peuvent servir pour alimenter un vaisseau. Pourrait-il y avoir une autre raison, par exemple, celle de se cacher? Ils pourraient faire ça pour faire la maintenance de leur vaisseau sans être gênés par l'armée américaine. Les océans sont un endroit idéal pour ça. On a entendu plusieurs histoires de camouflage. Apparemment, ces ovnis seraient capables de se camoufler. Tous les fans de Star Trek savent que ces vaisseaux spatiaux peuvent se camoufler et devenir invisibles. Et les extraterrestres maîtrisent probablement déjà cette technique. Mais pourquoi sont-ils là? Que veulent-ils? Regardez le film La guerre des mondes. Est-ce que les Martiens nous haïssent? Non. Qu'est-ce qu'ils veulent? Notre planète. C'est tout. On les gêne. Le message du professeur Kaku donne à réfléchir et incite l'humanité à prendre conscience du fait que les ovnis et les OSNI représentent un danger et qu'il vaut mieux se préparer à riposter à une attaque potentielle. Dans le film Independence Day, que voulaient les extraterrestres? Ils voulaient tout. La moindre bribe d'énergie ou de ressources. C'étaient des criquets. Des criquets qui arrivent en essaim et ravagent tout ce qu'ils trouvent. Si ça devait mal tourner et que nous devions les combattre, dans le pire des scénarios, on serait tout simplement moins bien armés et moins nombreux. Et on deviendrait une note de bas de page dans l'histoire de la Voie lactée. Lorsque, dans notre ciel, il y a un adversaire potentiel équipé d'une technologie qui dépasse tout ce que nous connaissons, comment ne pas avoir peur? Et si cette guerre des nerfs se transformait rapidement en véritable combat? S'ils ne nous veulent pas du bien, on est dans le pétrin. On les a vus en action. On a vu ce qu'ils ont fait. Ignorer, ce serait une grave erreur. Le phénomène OVNI nous concerne tous. J'espère seulement qu'on est prêt. La prochaine étape ne sera pas « on vient en paix ». Ce sera une guerre.